Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom de la SBL Vaudrin-Saline, je suis ravie de vous accueillir au Delta pour un nouveau spectacle de notre joyeuse troupe, l'Arlequin de Vaudrin. L'aventure continue donc. Après un trio de comédies dans Quelle nuit et une création originale avec Au centre du monde, c'est un classique que nous vous présentons ce soir. Il s'agit de La Cruche cassée, une pièce écrite en 1802 par un auteur allemand, Heinrich von Kleist. Cette pièce lui fut inspirée par une gravure représentant une vieille dame en colère qui, tenant une cruche cassée, semblait faire la preuve à un juge des torts qu'elle avait subis. La salle où cette dame clamait son courroux était un mélange de salle d'audience et d'auberge. Ces plaintes seront-elles entendues? Nous le saurons tout à l'heure. J'espère que la pièce un peu noire vous fera rire tout en vous interpellant, ou vous interpellera tout en vous faisant rire. Son action se passe aux Pays-Bas. Et oui, Arlequin, près de la bonne ville d'Utrecht, en plein centre de mon pays. Connaissez-vous cette ville? Eh bien, vous avez tort, et je vous invite à la visiter dès que vous le pourrez. Elle possède, comme beaucoup de villes de chez nous, de jolis canaux bordés d'arbres et de terrasses, et des placettes romantiques. Son histoire est très riche. Elle est réputée pour sa magnifique cathédrale et son université, qui est l'une des plus anciennes du pays. Voici qui est attirant. Et puis, de magnifiques marchés aux plantes et aux fleurs dont je reviens. Dites-moi, Arlequin, votre Colombine aime-t-elle les tulipes? Ah oui, elle adore. Ah, en ce cas, vous ferez une heureuse. Tenez, c'est cadeau. Et n'oubliez pas, venez nous rendre visite, vous serez ravis. Merci, je n'y manquerai pas et me précipite chez ma bien-aimée pour lui conter Fleurette. Au revoir, Arlequin. Au revoir. Mais avant cela, je vous souhaite un bon spectacle. Je vous invite, si ce n'est fait, à éteindre vos portables et à applaudir nos comédiennes et comédiens pour les encourager. Voici enfin Marguerite. Le tribunal ouvre ses portes dans moins d'une demi-heure. Fort heureusement, je suis moi arrivée quelque peu en avance et me suis mise à la tâche immédiatement. Le nettoyage est presque terminé. J'ai pu un peu ranger les locaux du greffe, mais sans plus, il y règne le capharnaüm habituel et je crains toujours de mélanger les documents. Ne reste plus qu'à ranger la salle d'audience. Chargez-vous immédiatement des bancs et du bureau de monsieur le juge. Je m'en occupe et je vous prie d'excuser mon retard. Mais j'étais retenue à la ferme car notre jument a mis bas. Nous avons depuis ce matin un magnifique poulain. La mère se porte bien. Nous l'avions fait saillir par le voisin. Enfin, le cheval du voisin. Un magnifique frison d'1,80 m au garrot. J'en suis heureuse, mais votre mari et votre fils ne pouvaient-ils s'occuper de cette naissance? Vous êtes régulièrement en retard et je vous l'ai déjà dit, je ne puis effectuer le travail pour deux. Mais mon fils est alité. Encore? Il semblerait que ce soit la jaunisse. Le médecin est-il déjà passé? Non, il va là de mes seules observations, son teint. Ce garçon n'a vraiment pas de chance. Vous m'annonciez il y a un mois qu'il avait de la fièvre, quinzaine la rougeole et maintenant la jaunisse. Il finira par passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ne vous moquez pas puisque je vous dis qu'il en est ainsi.
Soit, mais dépêchons-nous, sans quoi monsieur le juge risque de nous disputer. Eh bien, mesdames, le nettoyage n'est-il pas encore terminé? Allons, allons, la justice ne peut attendre, c'est jour d'audience. Bonjour, monsieur Alfred. Laissez-nous encore quelques instants. Ce n'est pas nous qui retardons le cours de la justice, qui d'ailleurs est bien lente en ce palais. Je dois bien convenir que notre bon vieux juge Adam n'est pas le plus aisé des magistrats, et que l'arriéré judiciaire s'accroît dans notre bon canton d'Ouizoum. Tous nos concitoyens s'en plaignent. Y a-t-il encore une justice quand elle est rendue dans des délais qui dépassent la raison? Ainsi, le contentieux entre les familles Van Gaal et Beskel, nos voisins, est ouvert depuis plus de 6 ans. Et notre bon vieux juge ne s'est toujours pas décidé à trancher. Et il reporte encore. En attendant, l'ambiance dans le hameau est pesante. Oui, oui, j'ai ouï dire que les fils Van Gaal et Beskel s'en étaient venus aux mains. Et que voulez-vous, ces familles se détestent depuis des générations. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Le verdict n'y changera rien. Et la partie qui succombera n'en sera que plus remontée. Vous finirez par nous dire que l'arriéré a du bon. Non, non, il faut que justice passe. Mais dans certains cas, la solution est ailleurs qu'en celle-là. D'abord, se débarrasser de toute intention belliqueuse. Ah, mais ça, avec nos voisins, ça n'est pas gagné. Hein. Et Oh là là, quel tableau! Notre bon juge Adam dort profondément. Il n'a pas l'air en grande forme. oh là là, effectivement. Réveillez-le, je vais prévenir Maître Lumière qui est au greffe. Oh, monsieur le juge! Eh oh, monsieur le juge! Encore ce mauvais toit qui fouille. Que vous est-il arrivé? Vous avez une de ces mines. Voyez un peu ce qui m'arrive. Il n'est rien besoin d'autre que de ses pieds pour culbuter. Mais voyez-vous de quoi buter sur ce plancher tout uni? Et pourtant, c'est ici que j'ai culbuté, vous dis-je. Ici. Car chacun porte en soi la pierre de malheur qui causera sa chute. Comment dites-vous cela? Chacun porte la pierre? Oui, en soi. Mauvaise affaire. Plaît-il? C'est que vous avez pour ancêtre un certain Adam, assez prompt à la chute, et qui fit à l'origine des choses un faux pas par lequel il s'est rendu célèbre. Vous n'êtes pourtant pas Quoi? dans le même cas. Mais si, mais non, mais c'est ici que je suis tombé, vous dis-je ici. Alors pour figurer, vous vous êtes vraiment allongé. Rien moins que figurer, mais je devais faire mauvaise figure. Mais comment l'événement s'est-il produit? Oh, à l'instant, j'étais revenu revoir un dossier que j'avais préparé lorsque j'ai trébuché. Et avant d'avoir seulement commencé le cours de la journée, par la volonté de notre Seigneur, j'avais déjà le pied démis.
Et le pied gauche pour comble. Le gauche. Ben oui. Celui qui est posé là. Parbleu. Juste Dieu. Celui qui suit déjà avec assez de peine le chemin du péché. Avec peine, pourquoi? Mesdames, un pied beau. Un pied est un pied. Une masse de chair et d'os. Pardon. Vous faites tort à votre pied roi, qui ne peut revendiquer l'honneur de porter un poids pareil. Il s'aventure volontiers sur le chemin glissant. Quand l'un se risque, l'autre le suit. Mais qui vous a démoli ainsi la figure? La figure, à moi? Quoi, vous n'en savez rien? Mais quelle figure ai-je donc? Ben, quelle figure? Mais il me faudrait être un menteur pour dire oui. Elle est épouvantable. Elle est tout écorchée, horrible à voir. Il manque à votre joue un morceau que je ne pourrais évaluer sans balance. Oh, par tous les diables! Tenez. Voyez par vous-même. Une brebis harcelée par les chiens qui se lance à travers les épines, n'y laisse pas plus de laine que vous n'y avez laissé de chair, Dieu sait où. Ah, c'est vrai que ça n'a pas belle apparence. Et le nez a souffert aussi. Et l'œil, Mais non, pas l'œil, compère. bah, je le vois si bellement poché qu'on dirait que le coup fut asséné par un valet en fureur. Ah, mais c'est l'arcade sourcilière. Dire que je n'avais rien senti de tout cela. Ah bah oui, c'était ainsi l'on fait de la lutte. De la lutte? Ah oui, vraiment. Ah, avec ce maudit poil. Ah, je m'en souviens à présent. Lorsque j'ai perdu l'équilibre et comme un noyé, j'ai tendu les bras pour me cramponner à quelque chose. J'ai saisi la culotte que j'avais mis à sécher à la galerie du poil. Je m'en souviens à présent. J'ai saisi la culotte pour m'y retenir. Vous me suivez toujours. Pensant, mais fou que j'étais pour pouvoir m'y retenir. Mais voilà, la boucle pique, craque et la culotte et moi me tombe. Et la tête en avant, là, contre son maudit poil, là. Bon. Ah, malédiction. Ah bah vous, la chute d'Adam, vous la faites à la culotte. Là-dessus, je mangerai bien un morceau. À propos, je voulais vous demander, qu'y a-t-il de nouveau? Qu'y a-t-il de nouveau? Par le diable, encore un peu, j'allais l'oublier. Quoi? Attendez-vous à recevoir d'Utrecht une visite inattendue. Ah, Monsieur le conseiller de justice va venir. qui va venir? Monsieur le conseiller de justice Walter va venir. Il fait une tournée d'inspection dans les tribunaux et aujourd'hui même, il arrive chez nous. Aujourd'hui même, vous avez perdu la tête? Bah, absolument pas. Il était hier au village de là, il y a inspecté le tribunal. Un paysan a vu les chevaux de relais déjà prêts devant la voiture, sur la route de Wizum. Oh, aujourd'hui même, le conseiller Walter venait pour une visite d'inspection. Oh, mais l'honnête homme que je suis tond lui-même ses brebis et déteste de semblables comédies. Venir à Wizum nous embêter. Bah, s'il est venu jusqu'à Ola, il viendra bien jusqu'à Wizum, prenez garde. Allons donc. Mais si je vous le dis, Oh, laissez-moi avec vos sornettes. le paysan l'a vu, que diantre. Oh, mais Dieu sait ce qu'a pu voir ce drôle aux yeux chasseux. Allez. Ce gaillard-là ne distingue pas une figure d'un occiput quand il est chaud. Allez, mettez un tricorne sous ma canne, enroulez son manteau autour avec 2 bonnes en dessous, et vous verrez que ce genre de vanité va vous prendre pour qui vous voulez. Oh, tant pis, continuez à ne rien croire jusqu'à ce qu'il entre par cette porte. Oh, lui entrer sans même nous avoir passé un mot. Mais prenez garde, ce n'est plus l'ancien inspecteur Wacholder, c'est le conseiller Walter qui inspecte à présent. Et quand bien même le conseiller Walter, mais laissez-moi en paix, hein. L'homme a prêté serment et exerce comme nous la fonction de juge en observant les us et coutumes existants. Toujours est-il que je puis vous dire ceci. Le conseiller Walter est arrivé inopinément à Ola hier. Il inspecta la caisse et le greffe et suspendit, pourquoi je n'en sais rien, juge et greffier ab officio. Ah, le paysan a dit cela. Cela est autre chose. Et quoi donc? Oh. Si vous tenez tant à le savoir, que ce matin de bonne heure, on alla acquérir le juge qu'on avait tenu aux arrêts dans sa propre maison et qu'on le trouva derrière la grange, pendu au plus haut chevron du toit. Ah, vous dites? Sur ce, des gens vinrent, on le dépendit, on le frictionna, on lui jeta de l'eau, bref, on le ramena à la vie. Ah, on le ramena. Oui, mais toutefois, dans sa maison, tout fut fermé, mis sous scellé.
On fit prêter serment, et comme s'il était déjà mort et enterré, un autre a bel et bien hérité de sa fonction de juge. Ah, diantre, voyez-vous. C'était un gaillard bigrement dissolu, mais une brave peau avec lequel il faisait bon se trouver, mais terriblement dissolu. Et si le conseiller Walter était aujourd'hui à Ola, je crois que ça a du mal se passer pour ce pauvre bougre. Et c'est uniquement à cause de cet événement, disait le paysan, que le conseiller n'est pas encore ici, mais pour midi, il sera là sans faute. Pour midi? Bien. Venez, causons en amis. Vous savez que les deux mains se lavent l'autre. Et vous adoriez, mais je sais, aussi devenir juge et par Dieu, mais vous en êtes tout à fait capable. Mais aujourd'hui, le moment n'est pas venu et laissez encore passer la couple sans pouvoir la saisir. Moi, juge, mais qu'allez-vous imaginer? Ah, mais vous êtes expert en discours bien tournés et vous avez aussi bien que quiconque étudié Cicéron à l'école d'Amsterdam. Alors aujourd'hui, mais refoulez votre amour propre et il se trouvera encore bien des occasions de montrer vos talents. Nous, collègues, allons. Ah, en ce temps-là, le grand Démosthène sut aussi se taire. Alors imitez pour une fois son exemple. Mais ai-je jamais? Laissez-moi avec un tel soupçon. Pour ma part, je suivrai aussi l'exemple du grand Athénien. On pourrait certes voir à propos de plaintes et de redevances composer d'ingénieux discours, mais qui voudrait s'amuser à se disserter ainsi pour si peu? Bien. Quant à moi, je suis mais à l'abri de tout reproche. On pourrait certes voir quelques plaisanteries qui, nées dans l'ombre, se cachent encore aux indiscrets rayons du jour. Je sais. Ma foi, il n'y a pas de raison pour qu'un juge, lorsqu'il n'est pas dans son tribunal, soit grave et sentencieux comme un ours blanc. C'est aussi ce qui me semble. Ah, bien. Venons, retournons au greffe, où je veux empiler proprement la pile d'hôtes effondrée comme la tour de Babel. Dieu soit avec vous, monsieur le juge. Le conseiller Walter vous adresse ses salutations. Il sera ici dans un instant. Juste ciel, en a-t-il déjà fini avec Ola? Oui, Laetitia, où ils ouvrent. Oh, Lise! Marguerite! Oh, du calme, voyons. Ton père! Envoyez-lui possibilité. Demain, nous partons pour Roussa. Oh, mais que faire à présent, que ne pas faire? Me voici, monsieur. Mais vous voulez mettre la culotte, mais vous êtes fou. Me voici, monsieur le juge. Prenez l'habit. Qui est là, le conseiller? C'est dans la serpente, voyez. Ah! La toge! Le col! Le gilet, d'abord. Oh, mais enlevez-moi la toge! La toge! Monsieur le conseiller sera le bienvenu ici. Dites-lui ça parce que nous sommes à l'instant près de le recevoir. Dites-lui ça, s'il vous plaît. Oh, par tous les diables! Dites que le juge adore le prix de l'excuser. L'excuser? Oui, l'excuser. Serait-il déjà en route par hasard? Il est encore à l'auberge et a demandé le forgeron, la voiture ayant été brisée. Ah ben, présentez-lui mes compliments. Le forgeron n'est pas des plus rapides et est un peu paresseux. Je le prie de m'excuser, m'étant cassé presque le cou ou la jambe, vous voyez par vous-même. C'est un scandale, ma mine, et chaque frayeur m'est une purge naturelle. Oh, je suis malade, complètement malade, parfaitement malade, je suis malade. Avez-vous perdu l'esprit? Monsieur le conseiller sera le bienvenu. Oh, par l'enfer. Quoi? Oh, que le diable m'emporte. C'est tout comme si j'avais pris je ne sais quelle poudre. Ne manque plus que cela. Mettez-lui bien la puce à l'oreille. Oh, Lise, Marguerite, pressons. Mais nous sommes là, que voulez-vous? Sortez-moi du greffe. Fromage, beurre, saucisson, bouteille et... Mais pas toi. Toi, fainéante, donnez de Dieu. Allez, que Lise aille au greffe. Mais parlez qu'on vous comprenne. Ferme ton bec, toi. Et va chercher ma perruque. Allez, dans la bibliothèque. J'espère qu'il n'est rien arrivé de fâcheux en voyage à monsieur le conseiller. Non, nous avons versé dans un chemin creux. Oh, père
presse, mon genou tout écorché. Je n'arrive même pas à mettre mes pas. Bonté divine, merci, dites-vous, sans autre mal pourtant. Oh, rien de grave, monsieur s'est un peu foulé la main, mais le timon est cassé. Oh, que ne s'est-il cassé le cou? Foulez la main, oh bon Dieu. Le forgeron est-il venu? Pour le timon. Comment? Vous vouliez dire le docteur? Comment? Pour le timon. Mais non, pour la main. Oh là 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 là, décidément, ces deux-là me tiennent un langage bien incompréhensible. Adieu, messieurs, ces gaillards-là sont fous. Ah, Lise, qu'apportes-tu là? Des saucissons de Brunswick, monsieur le juge. Mais ce sont des actes de tutelle. Il faut les ramener au greffe. Quoi, les saucissons? Mais non, pas les saucissons. Le papier qui est autour. Je ne trouve pas la perruque dans la bibliothèque, monsieur le juge. Ah, et pourquoi pas? Parce que... Eh bien, hier soir, sur le coup de 11 eh, heures, parleras-tu? vous êtes rentré à la maison sans la perruque. Sans la perruque, moi? Et en vérité, voici Lise qui peut en témoigner, et l'autre est chez le perruquier. Je serais... Oui, oui. Sur ma foi, monsieur le juge, vous aviez le crâne nu quand vous êtes revenu. Vous disiez que vous étiez tombé. Ne le savez-vous plus? Il m'a même fallu pour l'heure vous laver la tête, car il y avait du sang tout plein. Ah, l'effronté. Je ne suis pas une honnête fille si... Tiens, ta langue te dit, il n'y a pas un mot de vrai. Vous avez la blessure depuis hier. Non, d'aujourd'hui. La blessure d'aujourd'hui, la perruque d'hier. Je l'avais sur la tête poudrée de blanc et c'est seulement en rentrant à la maison que par distraction, je dois l'avoir ôtée avec le chapeau. Mais ce que celle-là a pu laver, je n'en sais rien. Mais va au diable où c'est ta place. Allez, vite! Et toi, Marguerite, que mon compère le sacristain me prête la sienne. Dites-lui que la chatte a fait ses petits dedans et que maintenant elle est sous le lit toute cochonnée. La chatte? Quoi, vous? Aussi vrai que je respire. 5 petits. Noir, jaune. Ah, il y en avait aussi un tout blanc. Le noir, on le jettera dans le fleuve. Que voulez-vous qu'on en fasse? À moins que vous en vouliez, hein? Dans la perruque. Oui, dans la perruque. Je l'avais accroché sur une chaise et c'est en rentrant dans la nuit en allant me coucher que j'ai heurté la chaise et la perruque est tombée. Sur ce, la chatte la prend aussitôt dans la gueule, l'emporte sous le lit et il fait ses petits. Étrange. Non, pas dans la gueule. Et comment alors? Je l'ai poussé du pied ce matin quand je l'ai vu. Bon. Ah, la canaille. Il s'accouple et met de bain, mais n'importe où. Alors, dois-je y aller, moi? Ah oui. Mes amitiés à ma cousine Schwarzmann, la femme du sacristain. Dites-lui que je lui renverrai la perruque ce soir en parfait état. Quant à lui, tu n'as besoin de rien lui dire. Tu as compris? Je vais faire la commission. Oh, compère. Oh. Je n'augure rien de bon aujourd'hui. Pourquoi? Il me semble que tout va de travers. En outre, n'est-ce pas jour d'audience? Assurément, les plaignants sont sans doute déjà devant la porte. J'ai rêvé qu'un plaignant m'empoignait, me traînait devant le tribunal où j'étais en train de siéger, me traitait de polisson et je finissais même par me condamner moi-même à la prison. Comment? Vous vous condamniez vous-même. Là-dessus, les 2 mois en redevenaient un seul. Prenais la fuite et était obligé de passer la nuit dans la forêt. Et maintenant, vous croyez que le rêve? Le diable m'emporte. Si ce n'est le rêve, il y a quelques mauvais tours qui se préparent autour de moi. Mais non, voyons, ce n'est qu'une frayeur infondée. Ayez seulement soin de rendre justice au parti selon les prescriptions en vigueur. De cette façon, le rêve du juge Rabroué ne se réalisera pas d'autre manière. Je vous salue, juge Adam. Mais soyez le bienvenu, monsieur le conseiller. Oh, mais qui
laisse attendre une si agréable visite. Même en rêve encore ce matin, je n'aurais imaginé pareil bonheur. J'arrive à l'improviste, je le sais. Et je dois m'estimer heureux de cette tournée de service lorsque les autres me font au départ de bienveillants adieux. Quant à moi, croyez que c'est avec les plus cordiales intentions que je me présente. La Cour suprême d'Utrecht désire améliorer dans nos campagnes l'administration de la justice, en bien des endroits très défectueux, et veut que les abus y soient sévèrement réprimés. Pourtant, mon rôle à présent n'est nullement de montrer de la sévérité. Je viens seulement voir et non punir. Et si je ne trouve pas actuellement toute chose dans l'état où il faudrait, je me tiendrai néanmoins pour satisfait lorsque la situation y sera tolérable. Oh, mais de si nobles pensées sont dignes d'éloge, monsieur le conseiller. Vous pourrez, je n'en doute pas, critiquer nos très anciennes coutumes, mais puisqu'elles remontent jusqu'à Charles Quint, que ne peut-on y reprendre à la réflexion? Le monde est de plus en plus intelligent et instruit, disait un proverbe de notre village. Et Wizum n'est qu'une bien petite parcelle de ce monde et ne possède ni plus ni moins qu'une mince part de l'universelle intelligence. Mais éclairez avec bonté notre justice et soyez convaincus que vous ne lui tourneriez à peine le dos qu'elle vous aura déjà mais pleinement satisfait. Pourtant, ce serait un miracle si vous la trouviez telle que vous la désirez, car elle ne sait encore qu'obscurément ce que vous attendez d'elle. Oui, on manque de prescriptions et de directives, c'est vrai. Ou plutôt non, il y en a trop et on devrait les passer au crible. Ah, à travers un grand crible, mais un très très grand crible, il y a beaucoup à cribler. Est-ce là, monsieur le greffier? Maître Lumière, greffier pour servir votre grâce. À la Pentecôte, cela fera 9 ans que je suis au service de la magistrature. Prenez place. Laissez, c'est inutile. Vous arrivez déjà de haut là. Oui, deux petites lieues. Comment savez-vous? Le domestique de votre grâce. Un paysan l'a dit qui justement revenait de là. Un paysan. Parfaitement. Oui, il s'est produit là un bien pénible incident qui est venu troubler la sérénité que nous devrions toujours avoir en affaires. Vous l'avez appris sans doute. Est-ce vrai, votre seigneurie, que le juge de Folle, pour avoir été tenu aux arrêts dans sa maison, s'est laissé aller, mais l'insensé qu'il était, à un tel désespoir, et il s'est pendu? Et par là, il aggrava le mal. Ce qui paraissait n'être que négligence et désordre prend maintenant la tournure de malversation que la loi, comme vous le savez, ne ménage pas. Dites-moi, messieurs, c'est bien votre jour d'audience aujourd'hui? Ah, si c'est notre jour, Eh bien, Oui, votre grâce, c'est le premier jour de la semaine. et la troupe de gens que j'ai vu se diriger dans le tribunal tout à l'heure, ce sont... Ah, ce sont sans doute... Ce sont déjà les plaignants qui se rassemblent. Très bien, je suis ravi de cette circonstance, messieurs. Faites entrer et comparaître ces gens, je vous prie. J'assisterai à la marche des affaires et verrai quels sont les usages de la justice dans votre Wizum. Nous nous occuperons par la suite de vérifier que tout est en ordre au greffe. Ah. Dois-je, à vos ordres, huissier Amfrit. Oui, monsieur le juge, je suppose que je peux faire rentrer les plaignants? Oui, faites entrer. La femme du sacristain vous fait bien saluer, monsieur le juge. Elle vous aurait le plus volontiers du monde prêté. Bon, pas ma perruque. Un instant, huissier. Elle a dit qu'il y avait prêche ce matin et que le sacristain a porté lui-même l'une, quant à l'autre, elle est à départ et elle doit dès aujourd'hui la porter chez Pelletier. Malédiction. Dès que le sacristain reviendra, elle vous fera immédiatement porter celle qu'il porte. Ah, sur mon honneur, monsieur le conseiller. Qu'y a-t-il? Un hasard malencontreux me prive de mes deux perruques et celle que je comptais emprunter me manque aussi. Aussi, il va falloir que je préside la séance la tête chauve. Tête chauve? Oui, la tête chauve. Mais quoique sur l'assistance de ma perruque, ma prestance de juge ne soit mise à mal, à moins d'essayer à la métairie. Oui, chez le métayer. La métairie? Mais personne d'autre dans l'endroit ne peut-il? Non, en vérité. Le pasteur peut-être, ou le maître d'école.
Depuis la suppression de la dîme où je pris part en tant que juge, je ne puis plus compter sur aucun des deux. Eh bien, monsieur le juge, eh bien. Et pour l'audience, avez-vous l'intention d'attendre que les cheveux repoussent? Si vous me permettez, je vais envoyer la servante à la métairie. Combien de temps faut-il? Oh, une petite demi-heure. Une demi-heure? Comment? Et votre heure d'audience a déjà sonné. Finissez de suite, je vous prie, je suis pressé. Finissez-en, oui, mais... Vous n'avez qu'à vous poudrer la tête. Que diable aussi avez-vous fait de votre perruque? Tirez-vous d'affaire comme vous voudrez, je suis pressé. Puis-je en attendant vous offrir quelque chose? Nous avons des saucissons de Brunswick, ou alors un verre d'eau de vie de Danzig. Non, merci. Sans cérémonie. Merci, j'ai déjà déjeuné. Allez, et ne perdez pas de temps. J'ai, en ce qui me concerne, quelques notes à consigner dans mon carnet. Comme vous voudrez. Marguerite. Votre visage est méchamment arrangé, monsieur le juge. Seriez-vous tombé? Oh là 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 là. Une chute quasi mortelle que j'ai faite ce matin dans ce tribunal. Oh là là. Juste là, là, là. J'ai cru que j'étais dans la tombe. J'en suis bien peiné. Mais cela n'aura pas de suite, j'espère. Oh, je ne pense pas. En tout cas, sans m'empêcher d'exercer mon devoir de juge. Permettez. Allez, allez. Monsieur le juge, quelles sont vos instructions? Tu appelleras les plaignants. Allez, en avant. Voici les vêtements de mon maître rangés dans la voiture. Ce maudit préfet qui me prenait pour son porte-manteau. Mais quel est donc ce vacarme? J'ai idée qu'on se querelle là-bas. Mais là-bas aussi. Cachons-nous et nous la prendrons. Allez, canailles, démolisseurs de cruches, vous me le payerez! Calmez-vous donc, dame. Toute l'affaire va s'instruire ici. Instruire, voyez le beau parleur, instruire sur ma cruche détruite. On sera témoin détruite si l'affaire est instruite. On instruira que détruite elle restera, voilà tout. Et pour l'instruction, je ne donnerai même pas les débits de sa destruction. Si vous prouvez votre bon droit et obtenez gain de cause, vous m'entendez, votre cruche, je la réparerai. Réparer, si je prouve mon bon droit. Réparer une cruche qui n'a plus de quoi se tenir, ni debout, ni assise, ni couchée. Réparer. Ne m'entendez-vous pas? Qu'avez-vous à fulminer de la sorte? Que peut-on faire de plus si l'un de nous a cassé votre cruche que de vous dédommager? Dédommagez-moi? Mais il parle comme une bête à cornes. Croyez-vous que la justice soit un potier? Et quand ces messieurs des États généraux viendraient eux-mêmes, s'attacheraient un tablier sur le ventre, ils pourraient encore porter comme ça ma cruche jusqu'au four, ils pourraient encore y faire n'importe quoi, excepté la désondommager. Dédommager. Venez, père, laissez-la à la mégère. Ce n'est pas tant pour la cruche cassée qu'elle se tourmente que pour le mariage qui vient de connaître ici même une sacrée fêlure et qu'elle tente de raccommoder de force. Mais moi, je vous le dis, c'est terminé et que je sois damné si j'épouse cette dévergondée. Le mariage. Raccommoder le mariage. Mais ils ne vont pas l'agrafe pour le tenir. Ils ne vont pas un morceau de ma cruche. Et s'il était devant moi, tout reluisant, comme hier, la cruche sur le rebord de ma fenêtre, je le prendrais avec 2 mains par la hanse et je te le casserais avec fracas sur la tête. Mais je me garderais bien de vouloir le raccommoder. Ah non, pas de raccommodage. Reprête. Laisse-moi toi. Mon reprête bien-aimé. Fais que je ne te vois plus. Je t'en conjure. Non, tu n'es qu'une misérable, je ne peux pas te dire quoi. Laisse-moi te dire un seul mot à part. Non, non, non. Tu vas partir au régiment, Ruprecht. Qui sait quand tu porteras fusil si jamais je te reverrai de ma vie? Il y a la guerre, Ruprecht. La guerre, pense-y. La guerre pour laquelle tu partiras. Veux-tu me quitter le cœur plein de rancune? Alors de la rancune, mais que Dieu m'en préserve et que surtout, il t'accorde toutes les richesses que tu mérites. Mais si je reviens de la guerre
sain et sauf, et que je vivrai à Wizum jusque 80 ans, robuste comme les reins, je te dirai jusqu'à la mort, tu n'es qu'une dévergondée, et tu vas en jurer ici même, devant le tribunal. Viens ici, que te disais-je? Veux-tu continuer à te faire injurier? C'est monsieur le caporal qu'il te faut comme mari. Une digne jambe de bois, qui à l'armée a conduit les autres avec son bâton. Et non ce vaurien-là, qui ira tout au contraire tendre son dos à la bastonnade. Aujourd'hui, il y aura fiançailles et il y aura mariage. Et je compte bien faire descendre de ses ergots ce petit vaniteux qui s'est dressé jusqu'à ma cruche. Mère, laisse la cruche, je t'en prie. Ou permets-moi de chercher à la ville un habile ouvrier qui pourra en recoller les morceaux. Et si on n'y peut rien, prends toute ma tirelire et achète-en une neuve. Mais qui voudrait pour une cruche de terre susciter malheur et dispute? Tu ne peux parler que de ce que tu comprends, ma petite Ève. Veux-tu te retrouver au pilori? Sa bonne réputation était attachée à cette cruche et était détruite avec elle aux yeux du monde, quand même elle resta intacte devant Dieu. Au bûcher, la canaille, s'il est besoin de feu pour blanchir notre honneur. Bien, voilà qui promet. Après notre étape mouvementée à Olympe, j'ai idée que le passage de mon maître ici à Wizum ne sera pas de tout repos non plus. Un juge et un greffier incompréhensibles, des servantes qui courent dans tous les sens, des plaignants prêts en dégoût pour une simple crue. Je vous le dis, messieurs, dames, ces gens sont fous, complètement fous! Il ne faut quand même pas venir m'accuser devant moi-même. Mère, je vous en conjure, quittons cette scène de malheur. Compère. Que me veulent ceux-ci? À ce que j'en sais, beaucoup de bruit pour rien. Des niaiseries. Il y a une cruche de cassé à ce que j'entends. Ah, une cruche? Et qui a cassé? Il a cassé. Eh bien, compère, qu'ont-ils dit? Le savez-vous? Ma foi, monsieur le juge, Commencez à siéger et de la sorte vous l'apprendrez. Ma petite Ève, Allez, un mot. je ne veux rien savoir. Mais que venez-vous faire? Je vous dis de me laisser. Je vous en supplie. Que signifie tout cela? Je vous l'ai dit. Laissez-moi. Compère, je n'y tiens plus. Oh, ma maudite blessure au tibia me donne la nausée. Oh, conduisez l'affaire vous-même, je veux me mettre au lit. Vous voulez vous mettre au lit? Mais je crois vraiment que vous êtes fou. Le diable m'emporte. Il faut que je vomisse. Je crois vraiment que vous avez perdu la raison. N'y arrivez-vous pas à l'instant? Oh, puis ça m'est égal. Dites-le à monsieur le conseiller. On verra s'il vous laissera vous en aller. Je ne sais vraiment pas ce qui vous manque. Ma petite Ève, je t'en supplie, que venez-vous faire ici? Vous l'entendrez bientôt. Est-ce seulement à cause de cette cruche que ta mère porte là? Oui, à cause de la cruche. Et rien de plus? Rien de plus. Sûrement, bien sûrement? Oui, vous dis-je. Écoute-toi, sois prudente, je te le conseille. Oh, vous êtes un impudent. Il y a ici maintenant, dans le certificat, le nom de Ruprecht Tumpel écrit en grandes lettres. Tu vois, il est ici, bel et bien terminé, dans ma poche. Tu l'entends craqueter, ma petite Ève? Eh bien, tu pourras venir le chercher d'ici un an, quand tu apprendras que pour y tailler le patron de tes corsages et des tabliers de deuil, quand tu apprendras que ton Ruprecht a crevé à Batavia de je ne sais quelle fièvre jaune, scarlatine ou putride. Ne parlez pas avec les parties avant l'audience, monsieur le juge.
Asseyez-vous ici et interrogez-les. Que dites-vous? Qu'ordonnez-vous? Ce que j'ordonne, je vous dis expressément que vous ne devez pas, avant de siéger, avoir avec les plaignants des apartés équivoques. Voici la place qui convient à votre emploi et à l'interrogatoire public que j'attends. Damnation. Je ne puis m'y résoudre. Il y a eu ce bruit de casse tandis que je sortais. Je l'entends encore, ce bruit de casse. Que le diable m'emporte. Il n'y a que deux issues, pas plus. Ou ça passe, ou ça casse. À l'instant, monsieur le conseiller. Qu'ordonnez-vous? Faut-il commencer la procédure? Qu'avez-vous donc? Vous êtes étrangement distrait. Excusez. Une de mes pintades que j'ai achetée à un voyageur des Indes à la pépille. Je dois la gaver et ne m'y connais pas. Mais aussi, demandai-je simplement conseil à mademoiselle. Je suis fou de ces choses-là et appelle mes cocottes mes enfants. Alors, prenez place, appelez le plaignant et entendez sa cause. Et vous, monsieur le greffier, dressez le procès-verbal. Votre grâce désire-t-elle que l'on fasse la procédure selon les formalités officielles ou selon qu'il en est usage à Wizoum? En la forme légale, comme il est d'usage à Wizoum, pas autrement. Bien, vous n'êtes pas pour les formalités. Faites ce que monsieur le conseiller commande. À vos ordres. Ainsi, justice, commence ton cours. Plaignante, approchez. Me voici, monsieur le juge. Qui êtes-vous? Qui? Oui, vous. Qui je? Qui êtes-vous? Votre nom, votre état, votre domicile. Vous plaisantez, monsieur le juge. Présenter? Quoi? Moi? Je siège au nom de la justice, et la justice doit savoir qui vous êtes. Vous mettez tous les dimanches votre nez à mes fenêtres lorsque vous vous rendez à la métairie. Connaissez-vous la personne? Oui, elle demeure ici tout près, monsieur le conseiller. Au premier tournant, en suivant le sentier entre les veuve d'un gardien de château et maintenant sage-femme. Mais néanmoins, une femme de bon renom et honnête. Si vous êtes si bien renseigné, monsieur le juge, de telles questions sont superflues. Inscrivez le nom au procès-verbal et mettez à côté bien connu du tribunal. Bien. Vous n'êtes pas pour les formalités. Faites ce que monsieur le conseiller commande. À vos ordres. Demandez maintenant l'objet de la plainte. Je dois maintenant? Eh oui, recherchez l'objet. C'est également une cruche, excusez, c'est également une cruche. Comment également? Une cruche, une simple cruche. Écrivez une cruche et veuillez ajouter bien connu du tribunal. Sur une simple supposition de l'huissier, monsieur le juge, vous allez... Quand je vous le dis, vous l'écrivez. N'est-ce pas une cruche, dame? Oui, cette cruche ici. Là, vous voyez? Cassée. Ah! Et qui l'a cassé? Ce vaurien-là, sûrement! Oui, ce vaurien-là. Ah, cela me suffit. Oh, c'est faux, monsieur le juge, c'est faux! Oh, attention maintenant, vieille Elle Adam! a menti par la gorge! Tais-toi, effronté! Faudra-t-il te fermer le cou avec le carcan? Oh, écrivez. Une cruche cassée, comme je vous l'ai dit, et le nom de celui qui l'a cassée. Voilà une affaire de suite réglée. Eh bien, monsieur le juge, quelle façon violente de procéder. Comment cela? Eh oui, ne voulez-vous pas, selon les formes, demander... Non, point du tout. Je les ai exercés comme il est d'usage à Wizoum. C'est ce que monsieur le conseiller m'avait ordonné. Si vous ne savez pas rendre justice selon les lois, ce n'est pas lieu de vous l'apprendre. Je vous ai ordonné de rendre justice selon les lois, et je croyais les lois les mêmes ici à Wizoum que dans le reste des Provinces-Unies. Je vous demande humblement pardon.
Nous avons des règlements ici qui appartiennent en propre à Wizum. Et c'est de ce règlement que je puis vous affirmer de ne pas être écarté d'un iota. Mais je suis tout aussi familiarisé avec votre autre procédure, telle qu'elle se pratique dans le reste du royaume. Vous en voulez la preuve? Ordonnez. Et je puis rendre justice comme ceci ou comme cela. Vous me donnez là une fâcheuse opinion, monsieur le juge. Eh bien, soit. Recommencez l'affaire par le commencement. Bien, bien. Pour vous servir. Dame Marthe, faites votre déposition. Je porte plainte, monsieur, à propos de cette cruche. Mais avant que je ne vous informe de ce qui lui est arrivé, permettez que je vous expose ce qu'elle représentait pour moi auparavant. Vous avez la parole. Voyez-vous cette cruche, mes respectables messieurs, la voyez-vous? Nous la voyons. Vous ne voyez rien du tout, avec votre permission. Ce que vous voyez, ce sont des débris. La plus belle des cruches a été brisée. Ici, où vous voyez le trou, par conséquent, plus rien, se trouvait la donation des Provinces-Unies à Philippe d'Espagne. Ici, en grand apparat, se tenait Charles Quint, dont on ne voit plus que les jambes. Ici, s'agenouillait Philippe pour recevoir la couronne. Il gît au fond du pot jusqu'au derrière. C'est là qu'il a reçu le coup. Ici, parmi la suite, Philibert, que jadis l'empereur recouvrit de son corps, s'appuyait sur son épée. Mais maintenant, le voici à bas aussi bien que Maximilien. Oh, la canaille! Quant aux épées, elles ont volé en éclats. Ici, au milieu, se trouvait l'archevêque d'Arras avec la sainte mitre. Celui-là, le diable tout entier l'a emporté. Et là, on voyait les maisons de la grande place du marché de Bruxelles. Un curieux regarde encore par la fenêtre et pourtant je me demande ce qu'il peut encore bien voir à présent. Dame Marthe, faites-nous grâce du pacte et des malheurs, mais s'ils n'ont rien à voir avec l'affaire. C'est le trou qui nous regarde, et non pas les provinces dont les donations y figuraient. Pardon? La beauté de la cruche a aussi son importance. Ce fut Childéric, le chaudronnier, qui conquit la cruche lorsque d'Orange envahit Brive avec les gueux de mer. Un Espagnol l'ayant rempli de vin la portait justement à sa bouche. Lorsque Childéric, par derrière, abattu l'Espagnol, saisit la cruche, la vida et s'enfuit. Un digne gueux de mer. Puis, la cruche échut par héritage à Furstegot, un fossoyeur, un homme sobre qui n'y but que 3 fois, et encore du vin mélangé d'eau. La première fois, ce fut à 60 ans, lorsqu'il prit une jeune fille. La seconde, 3 ans plus tard, lorsqu'elle le rendit enfin père, et comme elle lui donna encore 15 enfants, il y but la 3e et dernière fois lorsqu'elle mourut. Voilà qui n'est pas mal non plus. Puis, la cruche tomba dans les mains de Zaché, tailleur à Tire-le-Monde, qui, de sa propre bouche, raconta à feu mon mari ce que je vais vous exposer. Lorsque les Français envahirent la ville, Zaché jeta tout son mobilier par la fenêtre, ainsi que la cruche, sauta également, se cassa le cou, le maladroit, tandis que cette cruche de terre, cette cruche d'argile, tomba sur pied et demeura entière. Au fait, Dame Marthe, au fait. Puis, lors du grand incendie de 66, mon mari, Dieu et son âme, la possédaient déjà. Par tous les diables, Dame Marthe, n'avez-vous pas encore fini? Si je ne dois pas parler, monsieur le juge, je n'ai rien à faire ici. Je n'ai qu'à chercher ailleurs une justice où l'on m'écoute. Vous pouvez parler, Dame Marthe. Toutefois, laissez les choses étrangères à votre plainte. Si vous nous dites que cette cruche vous était précieuse, nous en savons assez pour juger. Ce qu'il faut pour juger, je ne le sais pas, je ne veux pas le savoir. Mais ce que je sais, moi, c'est qu'il faut que je puisse dire ce que j'ai à dire.
Bon, finissons-en. Qu'est-il arrivé à la cruche lors de l'incendie 66? Le saurons-nous? Qu'est-il arrivé? Ce qui lui est arrivé? Mais en 66, mais il ne lui est rien arrivé du tout. La cruche est restée entière au milieu des flammes. Et le lendemain matin, je l'ai retirée des cendres de la maison et elle était brillante et vernissée comme si elle sortait du four du potier. Fort bien. Maintenant, nous connaissons la cruche, nous savons tout ce qui lui est arrivé et ne lui est pas arrivé. Qu'avez-vous encore à dire à présent? Eh bien, voyez-vous cette cruche maintenant? Cette cruche qui fracassée vaut encore n'importe quelle autre cruche. Cette cruche qui n'était pas indigne des lèvres d'une noble demoiselle, de la bouche même d'une princesse héritière. Cette cruche, mes deux puissants juges, c'est ce gredin-là qui me l'a cassée. Qui? Lui! Oh non! C'est un mensonge, monsieur le juge, un mensonge! Toi, te tairas-tu jusqu'à ce qu'on t'interroge? Votre tour viendra plus tard. Veuillez le noter dans le procès-verbal. Oui, c'est noté. Eh bien, racontez-nous comment la chose s'est passée, le respectable dame Marthe. Il était 9 heures hier. Quelle heure dites-vous? 9 heures. Du matin. Non, excusez, du soir. J'étais déjà au lit et j'allais éteindre la lampe. Lorsque je fus épouvantée par des voix d'hommes, un bruit de dispute venant de la chambre écartée de ma fille. Je descends les escaliers 4 à 4 et je trouve sa porte défoncée, des injures qui m'arrivent, et tandis que j'éclaire la scène, qu'est-ce que je trouve, monsieur le juge? Qu'est-ce que je trouve? Je trouve ma cruche cassée, des débris dans chaque coin, la pauvre petite qui se tord les mains, et ce vaurien l'a planté devant moi, et comme enragé. Tonnerre! Et quoi? En vérité, dame Marthe. Parfaitement. Puis, comme dans ma trop juste colère, comme s'il me poussait 10 mains, je me sentis griffé bec comme un vautour. Et j'intimais à ce drôle-là à me dire ce qu'il avait à faire à pareille heure, à casser les cruches de ma maison. Et savez-vous ce qu'il me répond? Il me dit que c'est un autre que lui, qui s'esquivait de la chambre lorsqu'il arrivait. Et là-dessus, il accuse la petite d'injure. Ah, et certainement pour de mauvaises raisons. Ah, l'impudent. Et puis? À ces mots, je jette un regard interrogateur à ma fille. Elle est là, pâle comme une morte. Ève, dis-je, est-ce un autre? Elle invoque Marie et Joseph. Comment pouvez-vous penser une chose pareille, mère? Parle, est-ce un autre? Quel autre, me dit-elle? Quel autre là pourrait-il être? Et me jure que c'est lui. Juré? Que vous ai juré? Rien? Non, je n'ai rien juré. Ève! Non, mère, en ceci vous mentez. Entendez-vous? Tais-toi, maudit chien! Faudra-t-il te fermer la gueule avec le poing? Ton tour viendra et encore, mais pas maintenant! Ne m'as-tu pas? Non, mais vous altérez la vérité. Voyez, cela me peine profondément, mais il faut que je déclare publiquement que je n'ai rien juré, rien juré. Soyez donc raisonnables, mes enfants. C'est vraiment étrange. Comment? Tu ne m'as pas juré, tu n'as pas invoqué le nom de Marie et de Joseph. Non, sous la foi du serment, non. Voyez, je jure à présent et je prends Marie et Joseph à témoin. Eh, mais soyez raisonnables, mes braves gens. Et vous, dame Marthe? Vous intimidez trop la pauvre petite. Quand la fillette aura réfléchi, elle se rappellera, mais tranquillement, de ce qui s'est passé. Et je dis ce qui s'est passé. Et ce qui pourrait aussi se passer si elle ne parle pas comme il faudrait. Elle nous dira alors, aujourd'hui, la même chose qu'hier. Qu'elle veuille le confirmer par serment ou non. Mais laissez Marie et Joseph hors de cause. Et monsieur le juge, comment pouvez-vous donner au parti des conseils aussi équivoques? Si elle ose me dire
l'impudente, l'éhontée, que c'est un autre que Ruprecht, qu'elle aille se faire, je ne dirai pas quoi. Mais je vous assure, monsieur le juge, et si je ne puis affirmer qu'elle a juré, je puis jurer qu'elle l'a affirmé. Et j'invoque Marie et Joseph. Maintenant, la jeune fille ne voudra certainement pas. Monsieur le juge, Plaît-il, que vous dis-je? Ah, parle, mon petit cœur, mais parle. Oui, parle. Ne me l'as-tu pas dit? Ne me l'as-tu pas dit? Dis à moi. Dis à moi hier. Oh, qui dément que je l'ai dit? Là, vous voyez? Écrivez. fille, n'avez-vous pas honte? Je ne sais pas ce que je dois penser de votre instruction, monsieur le juge, mais vous auriez vous-même cassé cette cruche, que vous ne pourriez pas, avec plus de zèle, porter le soupçon sur la tête de ce garçon pour le détourner de la vôtre. Vous ne retiendrez rien d'autre au procès-verbal, monsieur le greffier, que l'aveu de la jeune fille concernant les paroles d'hier? Rien du fait. Monsieur le juge, croyez-vous que ce soit déjà la jeune fille déposée? Ma foi, votre grâce me fait douter. Qui aurais-je dû d'abord questionner? L'inculpé? Oh, sur mon honneur, j'accepte vos conseils. Mais oui, bien sûr, quelle bonne volonté. Interrogez l'inculpé, interrogez-le, qu'on en finisse, je vous prie. Oh, bien, bien, bien. Ah, mais c'est l'inculpé que je devais d'abord questionner. Ah, mesdames, reprenez votre place. Oh, mais à quoi pensais-tu, vieux juge Adam? Oh, mais que damnée soit la pintade à la pépite! Que n'a-t-elle crevé de la peste aux Indes? Oh, et cette pâtée de nouilles qui me reste sur l'esprit! Quoi? Quel pâté? Là, pâté de nouilles que je dois donner à ma pintade, si vous me le permettez. Ah, si la charogne n'avale pas la pilule comme il faut, je ne sais pas sur mon âme ce qu'il en adviendra. Mais occupez-vous de l'affaire, par tous les diables, pas de la pâtée de nouilles. Bien, bien, bien. Inculpé, approchez. Voici, Ruprecht, fils du fermier Viaret, Bien. de Wisjum. Bien, avez-vous entendu ce que Dame Marthe a déposé en justice contre vous? Oui, monsieur le juge. Eh bien, quoi? Vous permettriez-vous d'y répliquer quelque chose? En convenez-vous? Ou oseriez-vous venir ici nier comme un impie? Ce que j'ai à y opposer, monsieur le juge, c'est qu'il n'y a pas à montrer dans tout ça. Ben, il faudra nous apporter la preuve. Certes. La respectable Dame Marthe qui... Dame Marthe, tranquillisez-vous, tout reviendra bientôt dans l'ordre. En quoi Dame Marthe vous regarde-t-elle, monsieur le juge? En quoi? Par le ciel, ne doit-on pas, en tant que bon chrétien... Avançons, avançons. Exposez ce que vous avez à dire. Eh bien quoi? Avez-vous fini d'écarquiller les yeux ainsi? Qu'avez-vous à dire? Mais regardez un peu cette âne-là! Ce que j'ai à dire? Oui, racontez le fait à votre tour. Bien, messieurs, bien, messieurs. Il était 10h hier soir. C'était un soir de janvier chaud, comme si c'était en mai. Alors j'ai dit à Père, je voudrais qu'on passe un moment avec Ève, parce qu'il faut que vous sachiez que je veux l'épouser. C'est une fille à l'air, je l'ai vue au récolte. C'est comme si l'ouvrage lui tombait des mains, comme si le foin s'envolait par enchantement. Alors je lui ai dit, veux-tu? Et elle de me répondre, que caquettes-tu là? Mais à la fin, elle a dit oui. Bien, restez à votre affaire. Caqueté. Et j'ai dit veux-tu? Et elle a dit oui. Sur mon honneur, oui, monsieur le juge. Ensuite. Ensuite, j'ai dit au père, vous entendez, vous permettez? J'aimerais encore passer un moment au balcon avec Ève. Et lui de me répondre, ok, cours-y, mais resteras-tu bien dehors? Bien, ben oui, sur mon âme, c'est juré. Bien, dit-il, vas-y, mais sois bien rentré à 11h. Bien, dis-tu, et tu caquettes, et tu n'en finis pas. As-tu bientôt dit ce que tu avais à dire? Alors, c'est entendu, père. J'ai mis mon chapeau et je m'en suis allé. Je voulais passer par le sentier. Mais j'ai dû revenir par le village, parce que le ruisseau avait grossi. Tonnerre, mon bon vieux Ruprecht, la porte du jardin de Danemark sera fermée. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'elle la petite, elle la laisse toujours ouverte jusqu'à 10h. Et si je suis pas là à 10h, c'est que je ne viens pas. La belle conduite. Et après? Et après, tandis que je m'approchais du jardin de Danemark, par l'allée des tilleuls qui forment avec les arbres une voûte si épaisse qu'on se croirait dans la cathédrale d'Utrecht tellement il se fait sombre. J'entends la porte grincer. Je me dis, chouette, Ève est encore là. Et tandis que mes regards
se tourne et se dirige dans la direction d'où mes oreilles me donnent des nouvelles, ils me reviennent, je les morigène, je les traite de vil calomniateur, d'infâme délateur, je regarde encore une nouvelle fois, mais non, mes yeux ne me mentent pas, il s'agit bien de elle, je la reconnais à son corsage, mais avec un autre homme. Ah, un autre homme. Et qui donc, monsieur le beau parleur? Qui donc sur mon âme, vous me demandez là, monsieur le juge? Pas vu, pas pris. Avancez, continuez dans la déposition. Alors Et laissez-le donc. Pourquoi l'interrompez-vous, monsieur le juge? Alors, je pourrais pas le jurer sur l'hostie. Mais il faut que vous sachiez que le Safety et le Break, eh ben, il tourne autour de la petite. Je lui disais encore l'automne dernier. Il y a le gredin qui rôde autour de la maison. Et ça ne me plaît guère. Dis-lui que t'es pas un morceau pour lui. Ah, c'était le Brecht le drôle? Oui, le Brecht. Ah, voilà un nom, tout va s'éclaircir. Veuillez le noter dans le procès verbal. Alors ce fut pour moi un trait de lumière de voir ces deux-là à 11 heures, alors que moi je m'en allais toujours à 10 heures. Tonnerre, mon bon vieux Ruprecht, il est encore temps. Il ne te pousse pas encore du bois de cerf sur le front, que tu ferais bien de le tâter soigneusement pour voir s'il ne se passe pas quelque chose de cornu. Alors je me suis faufilé dans le jardin de Damas. Je me suis caché derrière un fourré de rives. Et c'est là que j'entends qu'on chuchote, qu'on plaisante, qu'on se tire par là, qu'on se tire par-ci. Sur mon âme, j'ai cru que j'allais. Oh, le scélérat, l'ingrat, c'est honteux de ta part. Ah, le mauvais drôle, hein? Tu ne sais pas encore si j'ai bec et ongle. Ah, mais tu vas l'apprendre. Alors pour moi, s'il se passa pas un quart d'heure comme ça, monsieur le juge, entre ces deux-là, que va-t-il se passer, pensais-je, mon bon vieux Ruprecht? Il ne fait pas jour de noces aujourd'hui. Et à peine avais-je pensé cela que les voilà tous les deux dans la maison. Partons, maître. Qu'il en advienne ce qu'il pourra. Toi, tais-toi, je te le conseille. Oh, l'orage va s'abattre sur toi, bavarde intempestive. Attends que je te questionne pour parler. Vraiment étrange, par Dieu. Alors, pour moi, ce fut comme un coup de sang. De l'air, il y a le bouton de mon gilet qui explose. De l'air, j'arrache mon gilet et je me précipite vers le jardin de Damas. Et je commence à jurer. Et je veux ouvrir la porte, mais comme celle-ci est verrouillée, je la fais sauter d'un grand coup de pied. Mais quelle foudre de guerre! Et tandis que la porte saute avec fracas, il y a la cruche qui dégringole de la chambre de la petite. Et c'est à ce moment-là que je vois l'individu qui saute par la fenêtre. Je le reconnais encore au point de son habit. Ah, et c'était le Brecht? Oui, qui d'autre, monsieur le juge? La petite est là. Je la bouscule. Je me précipite vers la fenêtre. Et c'est à ce moment-là que je vois l'individu accroché à l'espalier, au piquet de l'espalier, là où il y a la vitre qui monte jusqu'au toit. Et avec le loquet de la porte que j'avais fait sauter avec fracas, je lui assène un coup sur le crâne tandis qu'il était encore à ma portée. Ah, c'était avec un loquet. Quoi? Ah, si c'était avec... Ah, avec le loquet. Ah, Avec le loquet. c'est pour cela. Et sur la poignée, il y a une masse de plomb. Et ça fait un peu comme manche de poignard. Et ça peut faire très très mal. Ah oui, 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 oui. Oui. Sur quoi? L'individu dégringole. Je m'en vais me retourner. Et qu'est-ce que je vois dans l'ombre? L'individu qui commence à se remettre sur ses deux pieds. Mais couilles-tu, découvre-envie! Je me précipite vers la fenêtre pour lui faire passer l'envie de se sauver. Et juste au moment où je m'apprêtais à sauter, il y a une grosse poignée de sable qui m'arrive drue comme de la graine dans les yeux. Et c'est alors que l'individu, le monde, la nuit, la petite fenêtre sur laquelle j'étais, tout disparaît dans un sac. Ah, par le diable, et qui avait fait cela? Qui? Le Brecht? Ah, la canaille. Ma foi, si c'est lui. Mais quel autre que lui? Et comme si une avalanche m'avait fait dégringoler d'une paroi de rocher au-devant un bras, je retombe avec une telle violence sur le plancher que j'ai cru que je l'avais cassé. Heureusement, je ne me suis pas cassé ni les côtes, ni les chines, ni quoi que ce soit. Mais je savais plus me rendre maître du gredin. Je me suis assis, je me suis essuyé les yeux, et c'est à ce moment-là qu'il y a Ève qui est apparue et qui s'est écriée: « Oh Seigneur! Oh mon Dieu, mon bon vieux Ruprecht!
que t'arrive-t-il? Alors j'ai levé le pied pour lui allonger un coup, mais j'ai pas vu où je le lançais. Ah, à cause du sable encore. Parfaitement. Ah, ça c'est bien tapé. Et le reste? Le reste, ben vous le savez. Comment ça le reste? Ben, Dame Marthe qui arrive en écumant de rage. Vous avez aussi le voisin Ralph, le voisin Is, la cousine Suzanne, la cousine Is. Vous avez les servants, le valet, les chiens, les chats, la chèvre, tout le monde qui crie au scandale. Et Dame Marthe qui demande qui c'est qui a cassé la cruche. Et la petite de dire que c'est moi. Eh ben, je vais vous dire, hein, monsieur le juge. Eh ben, la cruche avec laquelle la petite elle va chercher l'eau, eh ben, c'est moi qui l'ai cassée. Et c'est le savetier qui a un coup sur le crâne. Ah. Dame Marthe, avez-vous quelque chose à répliquer à cette déposition? Parlez. Ce que j'ai à répliquer, monsieur le juge, c'est que semblable à la martre voleuse, elle étrangle la vérité comme une poule qui glousse. Celui qui aime la justice devrait se munir d'une massue pour anéantir ce monstre de la nuit. Ah, et vous pensez en apporter la preuve? Voici mon témoin. Parle. Votre fille? Non, Dame Marthe! Non, et pourquoi donc? Une jeune... comme témoin, monsieur le conseiller. N'est-il pas écrit dans le code Titulo Quarto Quinto que quand des cruches ou autres objets sont cassés par des jeunes vauriens, les filles ne peuvent être le témoin des mères? Dans votre tête, la science et l'erreur sont si intimement mêlées qu'avec chaque phrase, vous me servez indistinctement l'une et l'autre. La jeune fille ne témoigne pas encore. Elle fait seulement une déclaration. Si elle peut et veut témoigner, et pour qui, c'est ce que nous verrons par la suite. Ah, une déclaration. De toute façon, ce qu'elle dira, personne ne le croira. Avance, mon enfant. Oh, Lise, Marguerite, ma langue se dessèche. Marguerite, un verre d'eau. Alors? Puis-je également? Oui, merci. Il fait bon se désaltérer. Marguerite, ne devrions-nous pas permettre au public de se désaltérer aussi? Vous avez raison, monsieur le juge. 20 minutes en train.